Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des 100 questions du capital investissement, toujours avec notre invité expert Farid Benfadel. Bonjour, c'est Farid. Bonjour Adil. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la valorisation de l'entreprise, sujet épineux et important. Ma question est directe, et ça va intéresser beaucoup les entrepreneurs, comment on fait aujourd'hui pour valoriser une entreprise, pour la présenter à un fonds d'investissement? Oui, la valorisation est un point crucial dans une transaction de capital investissement. Généralement, si l'entreprise n'est pas accompagnée par une banque d'affaires, c'est la direction financière de cette entreprise qui prépare une valorisation. Après, on va voir quelles sont les méthodes utilisées. Ou bien, cette valorisation est préparée par la banque d'affaires. Alors, cette première valorisation, elle est partagée parfois oui, parfois non, avec le fonds d'investissement, mais l'équipe de gestion du fonds d'investissement prépare sa propre valorisation. Et la valorisation qui sera retenue, c'est un compromis entre les deux valeurs. C'est une négociation. C'est une négociation. Maintenant, comment on valorise? Alors, il y a de nombreuses méthodes de valorisation. Je vais citer quelques-unes et je vais partager avec toi la plus utilisée au Maroc et par les fonds d'investissement au Maroc. Alors on a par exemple l'actif net réévalué. Donc là c'est une méthode de calcul simple, c'est je prends le total actif et je déduis les éléments du passif circulant et la dette à court terme et j'ai un actif net qui est la valeur de la société. Mais là l'actif je dois réévaluer quelques éléments. J'ai un terrain que j'ai acheté à 5 millions de dirhams il y a 20 ans. Maintenant, il veut 50 millions de dirhams. Donc, il y a une plus-value de 45 que je dois rajouter à la valorisation de l'entreprise. Mais cette méthode ne valorise pas le goodwill de l'entreprise. Tout ce qui est clientèle, marché, part du marché, plein d'autres choses. La deuxième méthode, et c'est la plus utilisée, c'est les comparables, c'est les multiples comparables. Donc là, on va choisir un indicateur financier, ça peut être le résultat net ou bien l'EBITDA, l'excédent brut d'exploitation, qu'on va multiplier par un multiple pour nous donner une valeur de cette entreprise. Mais où trouver ces multiples? Alors, il y a ce qu'on appelle comparables multiples à partir de transactions réalisées sur le marché. Donc, j'ai mon entreprise qui est dans un secteur construction. Je sais qu'il y a des opérations qui ont été réalisées sur les 2 dernières années avec un multiple X. Donc je vais prendre ce multiple et je l'applique à cette entreprise. Maintenant, les transactions sur le marché non coté au Maroc ne sont pas publiées. Ouais. C'est juste quelques indications. Parfois, on réussit à avoir quelques éléments. On va aller chercher au niveau de l'OMPI quelques annonces légales pour essayer de calculer le multiple qui a été appliqué par un fonds d'investissement. Sinon, on va aller chercher ce multiple sur le marché boursier. Donc, ma société, elle est dans le secteur construction. Donc, je vais voir quelle est la société qui est cotée dans le marché construction à la bourse. Je prends le multiple EBITDA, mais je ne peux pas appliquer le même multiple parce que je suis en train de comparer une société qui a des titres liquides sur un marché boursier et une société qui n'est pas encore liquide. Et aussi qui n'ont pas la même taille. Parfois, c'est le côté, il fait 2 ou 3 fois la taille de cette société. Donc, c'est une décote qu'on applique de 20 à 25%, qu'on appelle une décote de liquidité. Très bien. Il y a aussi la fameuse méthode qu'on utilise beaucoup, notamment sur le marché financier, la DCF, l'actualisation des flux futurs. Cette méthode, elle est écartée dans le capital investissement, on n'en avait pas parlé. Alors, les limites de cette méthode, comme tu l'as dit, c'est une actualisation des flux de trésorerie futurs, donc la DCF, Discount Cash Flow, c'est qu'elle est basée sur des prévisions futures qui sont très incertaines. Et parfois, il suffit de changer un taux de croissance, c'est-à-dire je suis en train de préparer un business plan, au lieu de mettre 10% de croissance annuelle, je mets 9%, ça impacte la valorisation. Un autre élément, le taux d'actualisation. Il y a une méthode mathématique pour calculer ce taux d'actualisation, mais au lieu d'utiliser 9%, j'utilise 8,5%, ça impacte la valorisation. Donc, c'est une méthode de valorisation qui existe, mais qui n'est pas appliquée par les fonds d'investissement. Par contre, la banque d'affaires ou le directeur financier de l'entreprise peut l'utiliser comme moyen de négocier un complément de prix ou un intéressement à la sortie du fonds ou à la réalisation du business plan de la société.
Très bien. Est-ce que c'est au Maroc qu'on n'utilise pas la DCF dans le cadre du capital investissement ou c'est plutôt une tendance mondiale? C'est une tendance mondiale. La DCF, elle est plus utilisée dans le venture capital, donc le capital risque ou le capital amorçage. C'est là où il n'y a pas d'historique, donc on se base sur les flux de trésorerie futurs, mais avec des ajustements éventuels à la sortie du fonds. Très bien, très clair. Alors, une autre question, comment faire pour calculer le pourcentage de l'entreprise qui va être détenu par le fonds? Oui, alors le pourcentage à détenir par le fonds, alors il est calculé en utilisant les principes de valorisation pré-monnaie et valorisation post-monnaie. Alors la valorisation pré-monnaie, donc c'est l'évaluation de l'entreprise avant l'investissement, avant l'entrée du fonds d'investissement. Il y a le montant de l'investissement, donc c'est le montant à investir par le fonds dans la société. Et là, on parle d'un exemple d'une opération de capital développement, c'est-à-dire je vais faire l'opération à travers une augmentation de capital. C'est aussi le cas du capital retournement et c'est le cas aussi du capital risque. Donc là, je suis en train d'injecter des fonds dans l'entreprise. Il y a la valorisation post-monnaie, donc c'est la valorisation pré-monnaie que j'ai calculée, plus le montant de l'investissement égale la valorisation post-monnaie. Le pourcentage à détenir par le fonds, c'est je prends le montant de l'investissement et je le divise par la valorisation post-monnaie. Je donne un exemple. J'ai valorisé l'entreprise à 100 millions de dirhams. Le montant à investir, c'est 50 millions de dirhams. Donc le fonds d'investissement, il ne va pas détenir 50% de la boîte parce qu'il va apporter 50 pour une valeur de 100. Il va détenir le 1/3 du capital parce que je vais prendre 50 et je divise par 150. 150, c'est 100 plus 50. Donc il va détenir 33,33%. Très bonne précision, merci beaucoup. Alors on s'est mis d'accord sur la valorisation, sur les 50 millions qui vont être injectés donc par le fonds. Est-ce que moi, entrepreneur, je dois donner des garanties au fonds d'investissement, comme je le fais par exemple lorsque je contracte un crédit bancaire, ou est-ce qu'il n'y a pas de garantie à donner? Oui, bonne question. Alors, dans la finance, il y a un principe qu'on appelle relation risque-rendement. Quand je suis dans une opération de capital investissement, la société de gestion du fonds, elle est là pour faire un rendement supérieur à 20%, ce qu'on appelle le TRI, taux de rentabilité interne. Donc, quand je suis en train de chercher un rendement élevé, je dois prendre un risque élevé. Quand je prends le cas de la banque, il va donner un crédit entre 5 à 6%. Donc, il ne va pas prendre un risque. Donc, c'est pour cela qu'il va demander une garantie réelle. Maintenant, est-ce que je vais aller au fonds d'investissement ou bien je vais aller prendre un crédit? Si on pose la question à n'importe quel entrepreneur, si aujourd'hui il a la capacité de demander un crédit, il va commencer par la demande du crédit. C'est pour ça que j'ai dit le capital investissement n'est pas un concurrent de la dette bancaire et on l'appelle mode de financement alternatif. Donc je viens comme alternative quand il y a absence de la dette. Donc cet entrepreneur, il va choisir de la dette bancaire parce qu'il va payer 5 ou 6% et il ne sera pas dilué au niveau du capital. Donc il reste 100% dans le capital de son entreprise. Maintenant, quand est-ce que je fais appel au fonds d'investissement? Parce que j'ai un besoin de 100 millions de dirhams, mais la banque ne pourra pas me donner la totalité. Donc je peux faire la dette et faire appel à un fonds d'investissement. Le fonds, il va chercher toujours à conclure des partenariats avec des entrepreneurs qui sont là pour maximiser la valorisation de l'entreprise. Quand le fonds d'investissement il est en face de start-up ou des jeunes entreprises, ils n'ont pas d'actifs physiques qu'ils vont donner en garantie à la banque aussi. Donc ce qu'ils ont, c'est leurs idées, c'est leur technologie et le capital humain. Par contre, le fonds il va toujours demander une certaine protection. Et ça se fait à travers la documentation juridique. Donc, il va demander des clauses anti-dilution, il va demander un droit de regard sur la gestion de l'entreprise et d'autres droits qu'on va voir dans la capsule dédiée à la documentation juridique. Très bien, très clair. Peut-être une dernière question pour terminer. Selon vous, c'est quoi un deal idéal pour un fonds d'investissement, la plus belle histoire? Ça doit être quoi?
Alors, c'est difficile d'avoir une note de 10 sur 10 avant la validation d'un deal par une équipe de gestion de fonds d'investissement. Il y a une douzaine de critères qui sont vérifiés par le fonds d'investissement et chacun il classe ces critères selon sa stratégie interne. Moi, je vais commencer par un actionnaire sérieux et un management de qualité. Donc, le fonds cherche la valeur intégrité dans l'actionnaire et dans le management aussi. Et il cherche un manager qui a des compétences parce que c'est son manager qui va réaliser le business plan avec son équipe. Le fonds d'investissement, il va chercher un projet de développement. Le fonds, quand il rentre, on l'avait dit, il cherche un TRI de 20%. Et pour faire un TRI de 20% en 4 ans ou 5 ans, donc il faut doubler la valeur de l'entreprise. Donc il faut doubler le chiffre d'affaires ou surtout doubler l'EBITDA de l'entreprise. Le fonds, il cherche un entrepreneur qui a arrêté une stratégie claire. On ne peut pas venir devant un fonds d'investissement alors qu'on n'est pas sûr de notre stratégie. On n'est pas encore sûr, est-ce que je vais opter pour cet axe ou cet axe? Donc il faut être clair dans la stratégie avant d'aller voir un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, il va toujours choisir à investir dans un secteur qui est transparent. C'est difficile d'aller investir dans un secteur où tous les opérateurs ne sont pas transparents. Le fonds ne pourra jamais être compétitif dans ce secteur. Le fonds, il va chercher aussi un secteur à fort potentiel. Aujourd'hui, tous les investisseurs cherchent à investir dans la pharma, dans la santé, et on a donné pourquoi tout le monde cherche à investir dans ce secteur. Il y a d'autres secteurs, il y a l'éducation, les services, la distribution, la technologie de l'information. Ce sont des secteurs aujourd'hui à fort potentiel. Le fonds, il va choisir une entreprise qui a un bon positionnement. Il va chercher à investir dans la deuxième, première ou troisième du marché, mais il va chercher aussi une récurrence au niveau des flux financiers. Pourquoi? Parce que le fonds d'investissement, il va atteindre rapidement son objectif en termes de rendement grâce à la distribution de dividendes aussi. Donc si je suis dans une entreprise qui a des délais clients de 6 mois et un délai stock de 4 mois, donc il y a un BFR qui est très important, donc c'est difficile d'avoir toujours du cash pour distribuer les dividendes. Alors il reste 2 à 3 critères et qui sont très importants. C'est une visibilité sur la sortie. Donc quand le fonds d'investissement rentre, l'idéal pour lui, c'est de conclure un partenariat avec un entrepreneur qui est prêt à céder 100% de l'entreprise en 5 ans. Donc là, on est sur une sortie stratégique, une sortie industrielle, parce que c'est un industriel, un opérateur du même secteur qui va racheter cette entreprise. Et là, on peut appliquer des premiums aux multiples de valorisation. Donc, si je suis à 8 fois EBITDA dans une opération minoritaire, quand je suis dans une opération majoritaire, je peux aller chercher 9 ou 10 fois EBITDA. Donc, même en termes de valorisation, je peux valoriser mieux et ça me donne plusieurs pistes de sortie pour le fonds. Donc, quand le fonds d'investissement arrive à négocier ça avec un entrepreneur, c'est parmi les critères de dire ce deal il est intéressant, il est idéal. 2 dernières, c'est le TRI 20%, donc on l'a déjà dit. Donc ça, si on n'a pas un business plan qui donne un TRI de 20%, supérieur à 20% à la sortie, donc le deal ne sera pas validé. Et je termine par une chose qui est très importante, c'est une valorisation raisonnable. Et je vais le dire en darija dialna, الناس ديال زمان قال لك الربح في المشرى. Donc il ne faut pas payer un prix qui est très élevé. Très bien, très clair. Merci beaucoup Farid Benfadel. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.